Jessica disait que non, mais elle parlait au téléphone. Allez, moi, je vais disparaître maintenant. Et moi aussi. Alors, bonne chance à tout le monde. Bonne Merci. chance. Merci. Ciao. Prenez dedans la caméra. en 5, 4, 3, 2, 1. Dentro. Bonjour à tous et merci de nous Hola a rejoindre. todos y a todas, gracias por estar con nosotros por este cuarto webinario. Frontalier Poctefa Adapir. Je suis Jessica Lucas et je suis chargée de communication pour le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et pour rappel, comme lors des précédents rendez-vous, vous pouvez revoir les enregistrements sur la chaîne YouTube de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. J'invite d'ailleurs à nouveau Eva Garcia à prendre la parole en tant que responsable de la coordination de cet observatoire qu'on dénomme OPCC pour les initiés. Eva, est-ce que vous pouvez bonjour, est-ce que vous pouvez nous résumer la raison d'être de l'OPCC, nous rappeler qui sont les acteurs impliqués, les territoires concernés par ce projet de coopération franco-espagnole andorran? Bonjour, je vais faire tout petit parce que l'important c'est parler aujourd'hui des forêts de Pyrénées. Decía que lo importante hoy, voy a ser muy corta, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí, un jueves más de estos jueves pirenaicos que estamos organizando y saludaros desde el OPCC. Lo importante hoy es que tenemos con nosotros a un proyecto Canopé que va a tratar sobre los bosques, la situación de los bosques. Han estado investigando sobre la situación de los bosques de nuestro Pirineo y es para ellos hoy todo el espacio. Simplemente para los que hoy sea vuestra primera vez en este tipo de jornadas, mini webinarios, recordaros, voy a compartir la pantalla, no sé si la veis todos, espero que sí, recordaros quién somos, ¿no? El OPCC es una iniciativa de la CTP, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. La comunidad lleva 30 años trabajando en el tema de cooperación. En ella están incluidos todos los territorios en torno al Pirineo, 3 estados, 7 regiones. Y en concreto el observatorio está trabajando ahora en el nuevo proyecto Interreg Poctefa Adapir. Es un paso más en la evolución de nuestro trabajo de más de 10 años y lo que queremos principalmente es conseguir la capitalización de los conocimientos que ya existen, que hay muchos, conseguir hacer herramientas que mejoren la transferencia y dar un paso más en esa evolución de los conocimientos para que haya un conocimiento sólido que nos permita una acción más rápida y la lucha contra el cambio climático, que es nuestro principal objetivo de acompañamiento. Tenemos una serie de socios que componen actualmente Adapir, todos ellos vienen de territorios distintos del Pirineo y todos tienen especialidades distintas también y todos con una experiencia importantísima detrás ya y que justamente acompañado el OPCC de todos estos proyectos satélite, ya vimos el primer jueves los temas climáticos con Climpi, después pasamos a los temas del agua con Piragua, la semana anterior estuvimos con Ibones y todas las turberas, toda la problemática que hay en alta montaña con Replin y hoy, como he dicho, nos toca el tema de los bosques. Sin más, agradeceros una vez más la presencia en estos webinarios y que consigamos, sobre todo a través del chat, podéis proponer y este intercambio que buscamos, este intercambio de conocimiento y de consolidación del conocimiento para hacer un paso más y ir más adelante y más rápidamente contra el gran reto de la lucha contra el cambio climático y especialmente en el Pirineo, unas montañas, un macizo que sabemos que es una bioregión especialmente vulnerable.
Muchas gracias a todos y a todas y os dejo ya con el contenido. Gracias, Jessica. Merci Eva pour ces brefs rappels de contexte. Venons-en donc au sujet à l'ordre du jour, le projet Canopée qui se concentre sur les impacts des changements climatiques sur l'un des écosystèmes les plus emblématiques s'il en est du massif des Pyrénées, à savoir les milieux forestiers. Donc pour mieux appréhender les enjeux de biodiversité, mais aussi ceux d'ordre socio-économique liés à ces habitats naturels dans un contexte de changement global, nous allons accueillir successivement plusieurs interlocuteurs impliqués dans le projet Canopée, aux côtés de l'acteur de l'établissement chef de file, à savoir le groupement européen d'intérêt Forespire. Tout d'abord, très rapidement, je rappelle que ce webinaire est accessible en langue espagnole et française. Il vous suffit, pour choisir votre langue d'écoute, de cliquer sur l'icône au bas de votre interface Zoom qui ressemble à un globe terrestre. Dernier point quant au fonctionnement du webinaire, je vous invite à partager vos réactions et vos interrogations via le chat en ligne, et puis nous essaierons d'en relayer un maximum au fil de la présentation ou bien en conclusion des différentes interventions. Donc allons-y, j'accueille Sébastien Chauvin, directeur du groupement Forespire, qui donnera ensuite la parole à plusieurs de ses collaborateurs sur le projet Canopée, Raphaël Delpy, chargé de projet de coopération pour Forespire, Emmanuel Rouillet, ingénieur forestier pour le Centre régional de la propriété forestière en Occitanie, Philippe Dreyfus, chargé de recherche au sein de l'Office national des forêts, et enfin Louis Colmire, pardonnez ma prononciation, ingénieur pour le Centre de recherche forestière de Catalogne. Sébastien Chauvin, bonjour. Bonjour. C'est à vous, nous sommes tout oui. Merci Jessica, merci Eva, bonjour à toutes et à tous. Je vais être très bref. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation pour ce nouveau rendez-vous des Jeudis pyrénéens dédiés aux forêts de notre massif. Il me semblait important, très brièvement, de recontextualiser un petit peu notre rencontre d'aujourd'hui, puisqu'en effet, si les travaux de Canopée qui vont vous être présentés ont débuté en 2016-2017, la volonté de faire figurer la forêt comme un axe stratégique de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique remonte au lancement de cet outil qu'on peut considérer comme unique au niveau européen. Effectivement, donc Forespire et ses membres français, catalans, aragonais, navarrais, basques et andorrans ont participé dès 2010, 2012, aux côtés de la région Midi-Pyrénées qui présidait à l'époque la communauté de travail des Pyrénées, au montage de ce qui allait devenir en 2014 l'OPCC. Ce faisant, et compte tenu de l'importance de la couverture forestière sur le massif, rappelons que la forêt représente plus de la moitié de la surface, couvre plus de la moitié de la surface des Pyrénées, plusieurs indicateurs visant à évaluer l'impact du changement climatique sur un certain nombre de thématiques ou de milieux prioritaires des Pyrénées furent choisis. Ces indicateurs ont été proposés par l'OPCC suite à un important travail de recueil et de compilation de données disponibles à l'échelle du massif par 4 groupes de travail associant des acteurs socio-professionnels du territoire, le tout encadré par un conseil scientifique. Et c'est ainsi que la première phase de l'OPCC a conduit à élaborer des protocoles de suivi d'indicateurs et de réaliser les premières campagnes de relevé et d'analyse. Concernant la forêt, il s'agissait de l'évolution de la phénologie des principales essences forestières du massif, l'évolution des pathologies et des faiblesses et l'évolution des aires de distribution des espèces végétales, tant en altitude qu'en termes d'exposition. Alors, si certains suivis d'indicateurs ne nécessitaient pas de générer de nouvelles données d'observation, certains autres nécessitaient de réaliser des observations suivies dans le temps, annuelles ou à des pas de temps plus longs, c'est le cas notamment des changements d'aire de distribution. Ainsi, à la fin de la première phase de l'OPCC, l'État français, le commissariat de massif des Pyrénées, a financé 2 années de campagne d'observation des indicateurs annuels pour justement éviter cette rupture temporelle des suivis. Et ce temps
fut aussi utile pour dessiner ce qui allait devenir le projet Canopé, à savoir, au-delà du suivi d'indicateurs, certes importants, il fallait également pouvoir proposer des outils et des recommandations opérationnelles aux gestionnaires forestiers. Et c'est tout l'enjeu de ce travail, réussir à faire concorder des actions sur le temps forestier avec des périodes de projet qui oscillent généralement entre 3 et 4 ans. Et je pense qu'avec l'aide de nos partenaires techniques ici réunis et institutionnels, nous avons réussi à mettre en route une dynamique et quelque chose vraiment d'utile pour nos territoires de montagne. Et donc, je voulais juste profiter de ce temps pour tous les remercier. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Raphaël Delpy. Jessica, vous avez effectivement dit que Raphaël est chargé de projet de coopération à Forespire et donc en charge des actions forestières de l'OPCC. Merci à tous et bonne conférence. Bien, bonjour. Merci Sébastien pour cette mise en bouche. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu le contexte de Canopé et la manière dont on a construit. Donc, juste pour poser en termes de préambule ce que représentent les forêts dans les Pyrénées, quels sont les liens avec le changement En el climatique. Pirineo, ¿cuáles son los lazos con el cambio climático? Donc, comme le disait Sébastien, les forêts représentent 59% de la superficie du massif pyrénéen et fournissent de nombreux biens et services. Donc, effectivement, on a les services socio-économiques comme la production forestière et les emplois locaux, mais évidemment de la biodiversité, du paysage, du stockage de carbone, de la régulation hydrique, entre autres. Alors, le changement climatique va impacter les conditions de vie et le fonctionnement de ces forêts et aura très probablement des impacts sur tous les niveaux, c'est-à-dire sur chacun de ces biens et services. Et alors, il y a une spécificité au domaine forestier qui est qu'on travaille sur des cycles qui vont de 50 à 120 ans en moyenne. Et donc, j'imagine que vous êtes un petit peu au courant des différents scénarios qui sont développés par le GIEC, mais on a une très grande amplitude dans la situation qu'on peut atteindre à ces pas de temps-là. Cependant, on est tout de même obligé, en termes de gestion forestière, de prendre des décisions dès aujourd'hui et puis de faire au mieux avec l'état de nos connaissances pour les générations futures. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a construit le projet Canopé, dont l'objectif principal est d'assurer, dans un contexte de changement global, la pérennité des biens et services actuels et futurs fournis par les écosystèmes forestiers des Pyrénées. En construisant Canopé, on a cherché à répondre à 3 besoins. Donc, le premier, qui est de connaître les effets du changement climatique sur les forêts pyrénéennes, au travers de l'action qu'on a nommée Observer, où on a essayé de développer une approche statistique de systématisation. C'est-à-dire, on est parti de mesures, comme parlait Sébastien tout à l'heure, individuelles, par exemple de la phénologie, et on va essayer d'en tirer des tendances, de généraliser, de systématiser nos résultats pour en tirer des tendances à l'échelle des Pyrénées. Le deuxième besoin auquel on souhaitait répondre, c'était disposer d'outils communs de diagnostic et de vigilance future. Alors, le commun est important, hein, puisque si vous avez suivi un peu les différentes présentations précédentes, on est toujours sur des projets de transfrontaliers de coopération et il y a une forte volonté de cohérence et dans les outils et dans les méthodologies d'intervention. Donc, en ce qui concerne ces outils de diagnostic et de vigilance, on a souhaité y répondre par une action qui a été nommée diagnostiquer, avec cette fois une approche dans l'autre sens qui est de particularisation. C'est-à-dire qu'on va partir de données générales et on va essayer d'affiner de plus en plus jusqu'à arriver à l'unité de gestion. Ces résultats ayant été confrontés au retour terrain de nos correspondants locaux. Enfin, le dernier besoin auquel on souhaitait répondre, c'était de disposer d'expériences de gestion adaptative. C'est-à-dire quel type d'opération on peut mettre en place, dans quelles conditions et avec quels résultats. Donc ça s'est fait au travers de l'action Agir, avec une approche très technique et opérationnelle. Et on a souhaité mesurer les effets de ces opérations, alors par le suivi, par des inventaires andrométriques sur les volumes de bois restants sur la parcelle, etc. Et aussi par la modélisation.
Donc, toutes ces actions vont être développées plus amplement par les personnes, nos partenaires qui en ont été responsables. Suite à mon intervention. Donc, le projet Canopé, ça a été un projet partenarial avec un partenariat qui a été assez riche et fort. Donc, côté français, on avait le CNPF, le CIRAD, l'Office national des forêts. En Andorre, l'Institut d'études andorrance, le CENMA. Côté catalan, le CTFC, le CPF. Le gouvernement d'Aragon, la CTP, bien évidemment, et le projet OPCC, l'IPCSIC, le gouvernement de Navarre au travers de Gestion ambientale des Navarres, et enfin la Fondation Asie au Pays Basque, sans oublier nous-mêmes Forespire, qui sont un peu à cheval sur ces trois étapes. Et donc, c'est un projet qui a été soutenu par la région Occitanie, par l'État français, alors, au travers de la DRAF et au travers du commissariat de massif des Pyrénées, par le FNADT, la Généralité de Catalogne et le programme Interreg Africa. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Emmanuel Rouillet qui va développer un peu plus l'action observée. Très bien, bonjour à tous. Donc, Emmanuel Rouillet du Centre régional de la propriété forestière. Du coup, moi, ce que je vais vous présenter, je vais partager mon écran. C'est donc le résultat de la première action en fait du projet Canopé. Donc, notamment la partie concernant l'axe observé. Alors, pourquoi observer en fait, pour mieux s'adapter derrière. C'est vrai que vous visualisez ici une photo en fait d'une forêt. L'idée est de bien pouvoir en fait réussir à cerner les réelles conséquences qu'on a sur notre terrain et notamment sur le territoire concerné. Par exemple, si on prend l'exemple de la France, on pensait que les premiers impacts qu'on allait voir concernant le changement climatique allaient être plutôt au sud. Et en fait, on s'aperçoit depuis 2-3 dernières années que finalement, nos écosystèmes forestiers français sont bien plus touchés dans le nord-ouest et dans le nord-est parce que les printemps finalement sont très peu pluvieux. Or, nous, dans le sud-ouest, on est encore pour le moment relativement protégés, notamment avec les Pyrénées, justement grâce à des pluviosités printanières qui, pour le moment, arrivent à nous sauver un petit peu la situation. Donc, l'idée de cet axe observé, c'est bien de pouvoir cerner quelles sont les réelles conséquences sur notre territoire pour pouvoir s'adapter derrière au mieux. Donc, pour cela, on s'est intéressé à plusieurs indicateurs, comme l'a rappelé et Raphaël et Sébastien tout à l'heure. Ces indicateurs, je vous en ai listé 3 qui sont importants ici au niveau forestier. C'est la phénologie. Alors, qu'est-ce que la phénologie? En fait, c'est le cycle annuel de développement des arbres, donc passant par le débourrement des feuilles, donc l'éclosion des feuilles, la fructification, la sénescence des feuilles, la chute des feuilles. Voilà, donc c'est ce cycle annuel, la phénologie. Et sur la phénologie, on s'est principalement intéressé à ce qui concerne en fait la date de débourrement. Deuxième indicateur auquel on peut s'intéresser, c'est l'état sanitaire de nos peuplements forestiers, notamment par l'observation des faiblesses de nos peuplements ou des pathologies qui peuvent affecter les différents arbres. Dernière implication, donc c'est l'évolution sur la distribution spatiale des essences, tant en altitude qu'en termes d'exposition. On sait que nos essences forestières ont des exigences qui sont spécifiques par rapport à ces domaines climatiques, altitude, exposition, sol, topographie, et l'évolution du changement climatique pourrait éventuellement sur le long terme causer et avoir des répercussions sur cette répartition. Donc au final, on se retrouve avec 3 indicateurs qui ont chacun
une visibilité plus ou moins longue en fait. C'est-à-dire que l'évolution phénologique finalement va être un indicateur à court terme, exclusivement dépendant des conditions climatiques et qui va nous permettre de voir si oui ou non on a des conséquences de ce changement climatique qui commence à apparaître, donc vraiment à court terme. L'évolution de l'état sanitaire, lui, est plutôt un indicateur à moyen terme. Il ne dépend pas exclusivement que du changement climatique, il peut dépendre d'attaques parasitaires qui sont ou non développées ou minimisées par le changement climatique. Et donc lui, c'est vraiment l'idée d'avoir à moyen terme de pouvoir voir quelles sont les conséquences et notamment les conséquences sur les productions de bois derrière, la production forestière, la minimisation des risques par rapport aux avalanches ou autres. Et enfin, sur le long terme, le dernier indicateur donc, concerne l'évolution spatiale. Alors lui, il dépend bien évidemment en partie du changement climatique et des mortalités qui pourrait y avoir, donc de l'état sanitaire qui pourrait être affecté dans les peuplements, mais il dépend aussi d'autres facteurs, notamment l'utilisation qu'on décide de faire, par exemple, des estives ou autres. Donc finalement, nous, dans Canopée, on s'est intéressé principalement donc, au suivi phénologique dans la continuité de l'Observatoire pyrénéen des changements climatiques et à l'état sanitaire. On a pour le moment mis de côté un petit peu la distribution spatiale. Donc, concernant la phénologie, d'abord, on disposait déjà en fait de certaines qu'on avait installées dans le cadre de l'Observatoire pyrénéen des changements climatiques. Le protocole était inspiré donc d'un réseau de suivi européen sur la phénologie. Avec donc des placettes qui sont installées et où on s'intéresse à 36 arbres dominants ou codominants qui s'allaient en spirale et sur lesquels on fait des notations donc d'éclosion des feuilles. Vous avez par exemple sur la droite différentes photos qui vous montrent différents stades de débourrement. Donc l'idée c'est de passer chaque semaine sur ces placettes pour voir au moment du débourrement la vitesse à laquelle il débourre et ensuite de pouvoir comparer d'année en année si ça évolue. Alors on a aussi installé ces placettes selon un mode de grappe, c'est-à-dire que dans les endroits où on les a installées, on a mis plusieurs placettes et notamment qu'on a réparti selon un gradient altitudinal. Donc ici par exemple sur la carte qui est présenté, vous avez 4 placettes qui vont en gros de 700 mètres d'altitude à 1200 mètres d'altitude. L'idée étant de pouvoir essayer de percevoir si on avait un changement climatique qui est plus prégnant, plus présent en altitude ou à basse altitude, si les réactions sont les mêmes en fonction des essences, puisqu'on a ciblé donc 4 essences principales qui sont le hêtre, le sapin, le chêne et le pin accroché. Donc au final, ce réseau de phénologie, on avait déjà 28 placettes qui étaient déjà installées qui ont été installées dans le cadre de Canopée et qui s'ajoutent donc aux 32 placettes qui étaient déjà préexistantes dans le cadre de l'Observatoire pyrénéen des changements climatiques. Alors on peut voir que l'installation a concerné principalement l'Espagne et l'Andorre, puisque en fait les placettes qu'on avait installées dans le cadre de l'OPCC étaient principalement installées du côté français. Ce qui nous fait au final donc un réseau de 63 placettes, donc comme je vous ai dit avec des petites grappes pour voir un petit peu l'effet de l'altitude, mais également qu'on a essayé de répartir sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, d'est en ouest, là encore pour voir si on avait une zone qui était éventuellement plus affectée qu'une autre. Est-ce que la partie méditerranéenne était plus affectée que la partie atlantique ou inversement?
Le protocole, lui, donc on avait un protocole qui était en français. Dans le cadre de Canopé, du coup, il a été traduit en basque, espagnol et en castillan. Donc voilà, ceci nous permet en fait d'obtenir différents types de résultats et on va regarder un petit peu justement ce qu'on peut avoir. Donc, par exemple, là, c'est une façon de représenter les résultats. Donc, vous avez en fait différentes cartes qui représentent 4 placettes. Ces 4 placettes, en fait, sont installées à 828 mètres d'altitude à 1165 mètres d'altitude. Donc, chaque ligne correspond à une placette. Donc, on a 4 placettes qui sont représentées ici. Et on a suivi ces placettes pendant 4 semaines, chacune de ces semaines étant représentée donc en colonnes. Donc la semaine 15 pour la première colonne à gauche et la semaine 18 pour la dernière à droite. Cela nous permet déjà, donc là on est sur du être et on est sur l'année 2017. Cela nous permet déjà de voir que la phénologie n'est pas exactement la même à 828 mètres, donc sur la placette la plus basse, qu'à 1165 mètres, puisqu'on a un décalage de la phénologie, un décalage du débourrement avec les placettes les plus basses qui, bien évidemment, réagissent plus rapidement donc au réchauffement printanier. Du coup, ça c'est une façon déjà d'interpréter les choses. Et ensuite, on peut également voir d'année en année si on a des différences. Donc là est affiché l'année 2017, mais je vous affiche maintenant l'année 2018. Et si je jongle entre les deux, on peut voir que d'une année sur l'autre, eh ben, on n'a pas le même type de réaction. En effet, l'année 2018 a été donc un petit peu plus froide que notre année 2007 et finalement les arbres ont débourré un petit peu plus tardivement. Voilà. Donc on peut le représenter sous cette forme, mais donc là vous avez l'année 2019 et surtout on peut en faire donc des petites synthèses. Essence par essence. Donc, je vous ai dit qu'on avait différentes essences auxquelles on s'était intéressé. La première d'entre elles, c'est le chêne Cécile. Au final, on a 6 placettes sur le réseau, 3 en Espagne, 3 en France, les altitudes variant de 782 mètres à 1100 mètres pour ce chêne. Et on peut voir donc à droite les résultats qu'on a pu tirer des relevés qu'on a réalisés. Alors, il y a 2 graphiques. C'est 2 stades un petit peu différents. Le premier en haut représente donc le moment où 10% des arbres ont débourré et le deuxième en bas, toujours à droite, représente le moment où 90% des arbres ont débourré. Donc, sur chacun de ces graphiques, vous avez en abscisse l'année et vous avez en ordonnée la date à laquelle a eu lieu le débourrement. Par exemple, si vous prenez la date 1-5, on est sur le 1er mai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au final pour le chêne? C'est que finalement, on a une très légère variabilité interannuelle. On ne voit pas des grandes oscillations d'année en année. Et donc, ce qu'on constate aussi, c'est qu'entre 2013 et 2019, on a une stabilité dans le temps. Vous voyez aussi sur ce graphique différentes couleurs. Donc, le orange correspond à l'Espagne, le bleu à la France, le jaune à l'Andorre et vous avez les pointillés noirs qui correspondent à une valeur moyenne de l'ensemble de ces territoires. Donc, pour le chêne, on a une très légère variabilité interannuelle, enfin une légère variabilité interannuelle, pardon, et pour le moment, on constate une stabilité dans le temps. Concernant le hêtre, là, le réseau est un peu plus conséquent puisqu'on a 19 placettes.
tant en France qu'en Espagne, échelonné principalement donc, de 850 mètres d'altitude à 1800. Et au niveau des conclusions, ce qu'on constate, voilà, c'est que les lignes sont quasiment... Il n'y a pas tant d'à-coups au niveau des années. On voit une faible variabilité du coup interannuelle. Et là encore, la ligne est quasiment plate, c'est-à-dire que pour le moment, on a une stabilité qui est très importante sur le hêtre. En gros, le hêtre, que l'année soit chaude ou froide, on a constaté qu'il dévorait quasiment toujours entre le 15 et le 20 avril. Le chêne que je vous ai présenté un petit peu avant avait une variabilité légèrement supérieure. Au lieu d'avoir 5 jours de décalage, on pouvait aller jusqu'à une dizaine de jours de décalage, 10 à 15 jours en fonction des années. Ce qui me faisait dire qu'au final, dans un premier temps, je disais plutôt que le hêtre n'était peut-être pas finalement le candidat idéal pour percevoir les effets du changement climatique, du fait de sa stabilité vraiment très importante dans le temps. Depuis, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule et on peut dire que si le hêtre, au contraire, commence à avoir une avancée de ces dates en termes de débourrement de ces feuilles, le changement climatique commencera à être certainement réellement bien perceptible. Pour le sapin, là, on a des résultats qui sont un petit peu plus. C'est un réseau qui comporte 13 placettes et vous voyez que les courbes diffèrent de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Donc déjà, on voit une réelle différence entre la France en bleu et l'Espagne en sud. En orange, pardon. Et justement, ça met en évidence aussi des expositions qui sont globalement différentes, avec l'Espagne qui est globalement exposée vers le sud, et enfin les Pyrénées espagnoles qui sont globalement exposées vers le sud, et les Pyrénées françaises qui sont globalement exposées vers le nord. Donc on constate que entre les deux pays, on a déjà quasiment 2 semaines de décalage. Après, les courbes oscillent un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on a des hauts, on a des bas, et donc du coup, on constate là, cette fois-ci, qu'on a une forte variabilité interannuelle, et en fonction justement de si l'année est chaude ou de si l'année est froide, on a une réelle influence sur la date des débourrements de notre sapin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir au fil des ans? Si on prend que la courbe bleue ou que la courbe orange, pour le moment, on a une relative stabilité. Alors, c'est vrai que si on prend la courbe totale qui est en pointillé noir, on aurait tendance à dire qu'il y a une baisse de cette courbe et donc une avancée de la date de phénologie. Alors, il faut faire attention, en fait, comme on a intégré les données espagnoles qu'à partir de 2017 dans le cadre de Canopée, et que celles-ci, que les sapins espagnols débourent visiblement plus tôt que les sapins français. Quand on fait la moyenne entre 2017, sapins où il y a et l'Espagne et la France, les données espagnoles nous font baisser automatiquement les moyennes qu'on avait par rapport à 2013-2016 où on n'avait que les données françaises. Voilà. Donc, il faut faire attention justement avec la courbe totale et là plutôt interpréter les courbes françaises et espagnoles de manière différente, voilà. Dissociée en tout cas. On peut enchaîner donc avec d'autres essences. Donc, je vous ai dit qu'on avait le pain accroché, donc 12 placettes, là encore, France, Espagne, Andorre. Donc, plutôt une essence d'altitude, hein, vraiment, puisque nos plus basses sont à 1600 mètres d'altitude et on va jusqu'à 2200 mètres. Ce qu'on constate là, c'est que nos courbes d'année en année, elles oscillent énormément. Donc, on a vraiment des hauts, on a vraiment des bas. Donc, sur le pain accroché, on a une très forte variabilité interannuelle qui se veut le reflet justement des conditions climatiques de l'année. Et si on regarde d'année en année, on pourrait avoir une stabilité, peut-être une légère baisse
sur la fin. Donc, il y a une légère avancée de la date de débourrement. Mais c'est sûr qu'avec cette année de suivi, on a encore du mal à pouvoir tirer des conclusions. On peut commencer peut-être à percevoir quelques petites tendances. Voilà. Et enfin, donc, le pin sylvestre, donc, qui concerne principalement le versant sud des Pyrénées, donc notamment l'Espagne et l'Andorre. Donc, les données commencent à partir de 2017. On constate une légère variabilité interannuelle. Pour le moment, on n'a pas de grands écarts d'une année sur l'autre. La courbe, pour le moment, aurait tendance à aller vers le haut, ce qui traduit en fait un retard du débourrement. Tout ceci est quand même encore beaucoup à relativiser parce que notre série de données est encore très courte et donc on pourra vraiment conclure pour le pin sylvestre qu'en ayant une série de données un peu plus longue qu'on ne peut l'avoir jusqu'à présent. Voilà. Pour le pin de Salzman, lui, on a 3 placettes côté espagnol. Là encore, les données sont à relativiser parce que la série de données est très courte. Voilà. Donc, on a fait finalement le tour de ce qu'on a réalisé dans le cadre de Canopée sur l'aspect phénologie. Et on peut passer au deuxième indicateur dont je vous ai parlé, qui était l'aspect dépérissement. Ce dépérissement, dans le cadre de Canopée, on s'y est intéressé par le développement d'une méthode qui s'appelle la méthode Archi. Donc, c'est vrai que et qui se base en fait sur une étude de l'architecture de la branchaison et des arbres. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait tendance à percevoir l'évolution de l'état sanitaire de nos arbres un peu comme une ligne allant d'un état sain à gauche vers la mortalité à droite. Et l'atout principal de la méthode Archi, c'est d'avoir compris que nos arbres, ils ne vont pas forcément d'un état sain vers une mortalité inéluctable. Certains peuvent arriver en fait à se refaire un petit peu une cerise, à refaire un petit peu leur état sanitaire, et avec des arbres qu'on qualifiera de résilients, c'est-à-dire que après un stress, ils sont capables de refaire de la branche pour retourner vers un état sain. Et pour cela, la méthode Archi étudie principalement en fait ce qu'on appelle les suppléants. Donc les suppléants, ce sont les petites branches qui vont se développer sur les plus anciennes de sorte à pouvoir reconstituer un houppier, donc une branchaison plus fournie au niveau de notre arbre. Donc pour un petit peu résumer tout ça, c'est le principe de la méthode Archi, on considère habituellement qu'on a un arbre avec une croissance et un ordre de ramification. Cet arbre, il correspond à l'image un petit peu fonctionnelle de comment mon arbre grandit. À cette image-là, il faut ajouter des processus de restauration du houppier avec des reprises de croissance, le développement de suppléants. Donc, ce sont tous les petites branches rouges, par exemple, sur l'illustration à droite qui se sont rajoutées. Et donc là, on est sur une image qui est plus réactionnelle, c'est-à-dire que l'arbre va développer ses branches en réaction justement à un stress qui a pu altérer son fonctionnement normal. Et la globalité, en gros, de l'interprétation de cette image d'une part fonctionnelle et de cette image réactionnelle constitue l'analyse même du diagnostic Archi, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser d'une part à la façon dont l'arbre pousse et surtout à la façon dont il cherche à réagir, donc à ces processus de restauration du houppier. Donc, dans le cadre de Canopée, 4 nouvelles clés ont pu être développées donc, par Christophe Drenou, qui chez nous travaille au CNPF, au développement Institut de développement forestier. Ces 4 nouvelles clés concernent 4 essences, à savoir le hêtre,
le pin accroché, le pin sylvestre et le pin de Salzman. Et elle s'ajoute à d'autres clés qui étaient déjà préexistantes, parmi lesquelles les chênes, châtaigniers, sapin pectiné et Douglas. Et comme vous le voyez, donc, il y a eu des formations où, sur le terrain, on s'est attaché justement à transmettre un petit peu cette méthodologie en essayant de voir quelles étaient les réactions des arbres et quel était le type de gourmand qui se développait. Donc, des types de gourmands, vous en avez à droite, hein, par exemple, des gourmands orthotropes, plagiotropes ou agéotropes, et qui traduisent chacun une réaction un petit peu différente. Sachant que les gourmands orthotropes traduisent plutôt une vigueur de l'arbre, alors que les gourmands agéotropes traduisent plutôt un arbre qui réagit mais faiblement et qui a tendance à végéter. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples de clés qui ont été définies parce que cette méthode, en fait, elle s'articule justement autour de la réalisation de clés. Donc, on part d'un état initial hein, qui est ici en bas à gauche et en posant différentes questions, en s'intéressant à différentes parties de l'arbre et notamment aux suppléants, on arrive à déterminer par une clé un peu d'iconotomie, en répondant oui ou non, on arrive à déterminer le type de l'arbre, à savoir s'il est sain, s'il est stressé, s'il est dans un état de dépérissement irréversible, s'il est résilient ou s'il est mort. Bon, ça, c'est les arbres les plus simples. Donc, vous avez ici la clé pour le être, mais vous avez aussi d'autres clés qui existent et celles-ci ont été traduites en espagnol, donc en castillan, de sorte à pouvoir être utilisées du côté pour nos partenaires espagnols également. En parallèle de ça, ces clés ont été intégrées dans une application mobile sous Android, donc pour tablettes et smartphones. Cette application existe tant en français qu'en castillan. On a 10 essences à l'heure actuelle qui sont incluses, qui sont vraiment représentatives de notre massif pyrénéen. Toutes les essences les plus représentées sur le massif pyrénéen, finalement, maintenant disposent de clés de détermination architecturale. Et cette application nous permet en fait déjà d'avoir une définition de la méthode, d'avoir des aides illustrées par des photographies, nous permet de faire des photos, de l'archivage de données et quelques statistiques simples qui peuvent être ensuite transférées sur un ordinateur assez aisément. Et cela nous a permis justement de pouvoir appliquer cette méthode à un certain nombre de placettes qui ont été installées dans le cadre du projet Canopée. Donc on a 32 placettes à l'heure actuelle qui sont suivies tant en France qu'en Espagne. Que ce soit sur des placettes de phénologie par commodité ou sur des placettes de l'action gestion adaptative dont vous parlera Louis tout à l'heure. Voilà, j'en ai fini du coup pour moi et je vais laisser la place à du coup Philippe Dreyfus pour vous parler de l'action diagnostiquée. Merci Emmanuel. Je me permets de m'insérer avant de poursuivre la présentation pour relayer une petite question posée via le chat par Jordi Cunillera qui nous demande si les observations phénologiques que vous avez exposées ont été liées aux données météorologiques, les températures, les précipitations. C'est vrai que ce serait particulièrement intéressant de pouvoir le faire. La problématique principale pour ce faire, c'est que les stations météo sont à l'heure actuelle beaucoup représentées en plaine et finalement très peu représentées en altitude. Du coup, on pourrait tenter de bonnes corrélations les données phénologiques et les données météorologiques pour ce qui est de la plaine, mais pour tout ce qui est les données d'altitude, elles sont beaucoup en fait travaillées par interpolation, par crigeage, et on n'a pas suffisamment de stations météo d'altitude
pour vraiment pouvoir coupler chacune de nos placettes avec des données réellement observées. Voilà. C'est ça le problème, c'est que les données dont on se dispose, ce ne sont pas vraiment des données réellement observées, mais ce sont des données extrapolées, interpolées, pardon, souvent par crigeage, à partir de données spatiales qui sont principalement localisées dans les plaines, finalement. Bonjour Jessica, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux réactiver ton micro? Je suis activée. Je suis activée. Vous m'entendez? Maintenant, oui. Oui. Alors, pardon, il y a eu un petit problème technique. Emmanuel, il y avait une question complémentaire de savoir s'il y a eu des analyses statistiques sur les données phénologiques dont vous avez parlé. Donc, on n'a pas fait d'analyse statistique pour le moment. Dans le cadre voilà, de la continuité de l'étude dont on pourra parler certainement un peu plus tard, notamment du projet Climat Fort, c'est des choses en effet qui pourront être données. C'est vrai que pour le moment, on avait des séries de données qui étaient relativement courtes. Du coup, on ne s'est pas lancé dans les analyses statistiques pour le moment. On ne vous entend pas, Jessica. Je pense que le micro est fermé. Oui, j'ai un petit problème, un petit souci technique. C'est parti, ça repasse. Dernière question concernant la phénologie. Est-ce que les moyens de télédétection pourraient laisser espérer la même précision dans les relevés? Alors, en effet, la télédétection est une méthode qui se développe pas mal, notamment donc, la télédétection, c'est les images satellites qui nous promettent d'avoir des observations relativement, sur le long terme et vraiment continues. Le souci jusqu'à l'heure actuelle, c'était justement la précision un petit peu des images qu'on pouvait avoir, avec deux points de vigilance en fait. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2-3 ans, on avait soit des images satellites qui étaient relativement précises en termes de pixels, des pixels de 20 mètres sur 20 mètres, mais qui passaient à des espaces de temps d'une quinzaine de jours. C'est-à-dire que pour la phénologie, on pouvait quasiment la louper, d'autant plus si au moment où passait le satellite, les conditions étaient nuageuses. Ou alors, on avait des satellites qui passaient beaucoup plus régulièrement, à savoir tous les 5-6 jours, mais avec une précision d'image qui était de l'ordre de 250 mètres. C'était les satellites MODIS. Et en 250 mètres, quand on est dans les Pyrénées, on peut passer de 500 mètres d'altitude à 1000, voire 1500 mètres d'altitude assez facilement. Du coup, on ne pouvait pas avoir cette précision, une précision relativement fine. L'arrivée donc des images satellites Sentinelle nous permet en fait d'avoir une précision d'image en termes de pixels à 20 mètres et une récurrence de nos images tous les 5 jours pour peu que les conditions climatiques, bien évidemment, permettent de réaliser une image au moment où le satellite passe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourrait penser que les images satellites pourront nous permettre d'avoir une bonne observation de la phénologie. Donc, en fait, nos données, notamment, peuvent servir au calage entre la phénologie observée sur le terrain et les images obtenues par télédétection. Voilà. Donc, c'est une méthode qu'on essaiera de développer dans le cadre de la suite du projet à Climat Fort pour voir un petit peu quel pourrait être le potentiel de cette technologie. Merci Emmanuel pour la réponse. On accueille Philippe Dreyfus pour l'ONF. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout fonctionne, nous vous écoutons.
Allez, j'essaye de partager mon écran. Voilà. Donc, je vais vous parler de la deuxième action du projet Canopée, une action qui a porté sur la mise au point d'un outil cartographique qui permet d'évaluer le niveau relatif de risque auquel les espèces d'arbres forestiers des Pyrénées sont exposées. Los árboles del Pirineo están expuestos en este contexto de cambio climático. Je commence par faire un point sur justement ces Voy a empezar por hacer un poco un punto sobre estos aspectos climáticos. Los climatólogos suelen presentar este encadenamiento de las incertidumbres con arriba de la cadena los escenarios del GIEC, del IPCC, a nivel de gases invernaderos. Podemos pensar que estos escenarios son escenarios climáticos, no solo conciernen a los gases invernaderos, y esto traduce un poco la evolución de los datos climáticos que se pueden observar con una etapa que llamamos el descenso de la cadena, que nos permite régional plutôt qu'un niveau national ou global. Et enfin, au bas de la cascade, on a ce qu'on appelle des modèles d'impact. Alors, c'est dans tous les domaines, mais dans le domaine forestier, c'est par exemple les aires de compatibilité climatique des essences d'arbres forestiers. Ça pourrait être la croissance, la production. Dans le cadre du projet Canopée, on s'est intéressé donc à ces aires de compatibilité climatique ou de distribution des espèces, en tout cas le niveau de contraintes climatiques auxquelles ces différentes espèces sont exposées sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne. Cette cascade, ce qu'elle traduit, c'est que vous savez bien qu'au niveau des scénarios du GIEC, il y a plusieurs scénarios assez nettement différenciés les uns des autres. Lorsqu'on les traduit en évolution climatique, on rajoute une quantité d'incertitudes parce qu'il y a diverses façons de traduire en climat. Et puis, ces informations climatiques, il y a aussi diverses façons de les traduire en impact sur les objets qui nous intéressent, ici les forêts et les arbres forestiers. Et du coup, cette cascade des incertitudes, elle devient très large en bas, ce qui conduit à penser qu'il est impossible de prévoir, d'une part, l'ampleur et la vitesse des évolutions climatiques qui dépendront des scénarios gaz à effet de serre et donc de tout un tas d'évolutions politiques, pas seulement écologiques, et les conséquences en termes d'impact sont tout aussi difficiles à prévoir. Si on se réfère à un projet frère du projet Canopée, le projet Climpy, donc, qui a déjà été présenté dans le cadre de ces webinaires, sur cette vue, deux choses à retenir, deux valeurs à retenir, c'est le réchauffement d'ici la fin du siècle, en partant de la base 1961-1990, qui pourrait être entre 2 et 7 degrés d'ici 2100. Donc, vous voyez une fourchette qui est très large selon les scénarios du GIEC qui sont considérés, selon leur traduction par des modèles climatiques. En termes de précipitations, par contre, il n'y a pas de tendance nette et on peut presque considérer qu'elles sont stationnaires. Par contre, donc, ce qui est le point très important, c'est cette marge, enfin, cet éventail très large de possibilités d'évolution du climat, et ce qui confirme que, par des climatologues, que, en tout cas, eux ne sont pas capables de nous dire ce qui va vraiment se passer. Face à ce foisonnement de futurs possibles, représentés par le graphique en haut, avec une variabilité autour de chacun des RCP du GIEC, face à ce constat que le futur il reste impossible à prévoir sur le plan climatique ni au plan des conséquences, des impacts sur les forêts, on constate qu'on n'est pas capable de dire quand des problèmes pourront arriver pour telle ou telle espèce dans telle ou telle partie des Pyrénées ou ailleurs d'ailleurs. Bon, il est important donc de prendre conscience à la fois de l'ampleur des changements qui nous attendent et qui sont déjà en cours, et puis de leur incertitude.
Donc cette action qui s'appelle diagnostiquer, elle ne s'appelle pas pronostiquer, c'est-à-dire que malheureusement, on n'est pas en mesure de dire ce qui va se passer, à quel moment, à quel endroit, sur quelle espèce, en termes de dépérissement, par exemple. Alors, dans cette situation-là, on est quand même parti pour avancer sur une hypothèse de base qui est assez simple et raisonnable, qui est celle de considérer que si on veut savoir quelles seront les situations, les parties des Pyrénées qui seront les plus sèches à un moment donné, eh bien, on peut considérer, faire l'hypothèse que les situations les plus sèches dans un futur qu'on ne connaît pas seront forcément celles qui sont déjà les plus sèches. C'est peut-être pas sûr à 100%, mais en tout cas, ça paraît une hypothèse assez solide et c'est sur celle-là qu'on s'est basé pour construire les cartographies que je vais présenter maintenant. L'objectif étant non pas de dire ce qui va passer et quand, mais de dire si lorsque le climat se sera réchauffé fortement, à quel endroit telle espèce pourra être menacée en premier, ce qui permet pour le gestionnaire forestier, pour les décideurs politiques aussi, de prioriser dans l'espace, d'organiser dans l'espace la mise en place de mesures d'adaptation de la gestion forestière. Alors, pour faire ces cartographies de la contrainte sécheresse actuelle que l'on considère comme étant en relatif une image du classement que l'on conservera dans le futur, on s'appuie sur une grandeur climatique classique que les climatologues connaissent et utilisent depuis longtemps, qui s'appelle le bilan hydrique climatique, qui est la simple soustraction des précipitations pluviométriques, la neige aussi en montagne, à laquelle on soustrait ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle, qui est une mesure de référence qui dépend du rayonnement solaire, de la latitude, de la date, de la période de l'année, donc, de la pente, de l'exposition, et puis aussi via les températures de l'altitude. Donc ce concept, il est assez ancien et il est solide, il est éprouvé. Ce qui fait la véritable nouveauté dans le cadre de Canopée, c'est qu'on a pu s'appuyer sur une base de données homogène pour toute la communauté de travail des Pyrénées, une base de données qui a été constituée par les climatologues des 3 pays dans le cadre du projet CLIMPY. Cette base, on a pu en bénéficier pour une partie relativement simple. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu ensuite, en s'appuyant sur des modèles numériques de terrain à résolution relativement fine, de 50 mètres, constituer des cartes avec cette résolution qui est adaptée à la prise de décision au niveau local et d'une forêt, par exemple. Alors, la carte de bilan hydrique climatique que l'on obtient, elle est représentée ici 2 fois. Avec en superposition 2 espèces communes dans les Pyrénées, le sapin pectiné, Abies alba, qui se trouve dans la partie bleue de la carte la plus favorable, avec un bilan hydrique qui est positif, comme montré sur l'échelle en haut à droite. En bas, on a sur la même carte la position d'une autre espèce, le chêne vert, qui est donc davantage présente sur le versant sud et sur la partie influence méditerranéenne, et qui, sur cette carte, figure dans les parties oranges, donc les parties les plus sèches, avec un bilan hydrique climatique plutôt négatif. Et on pourrait en déduire, si on allait trop vite, que le sapin pectiné est dans des situations favorables et qu'il ne risque rien, et que par contre le chêne vert est dans des situations défavorables, sèches, et qu'il risque de dépérir. Le constat qui est fait est tout à fait contraire, c'est-à-dire que dans la partie est de l'aire pyrénéenne du sapin, notamment dans le pays de Sceaux en France, dans l'Aude, on a noté après la canicule de 2003 des dépérissements importants, alors qu'on est dans des zones qui sont sinon toutes bleues, au moins intermédiaires, et à l'inverse, globalement, le chêne vert Quercus dex se porte plutôt bien alors qu'il est en situation de bilan hydrique sec. Donc si on en reste là, on ne peut pas se faire une bonne idée des risques encourus par chacune des espèces. C'est pourquoi nous sommes passés à ce qu'on appelle des cartes de vigilance climatique relative. Le mot relative, c'est le mot important.
On a représenté ici en haut pour le sapin, dans la zone où il est susceptible d'être rencontré, une traduction de la carte de bilan hydrique climatique par une procédure de standardisation qui permet de montrer sur cette zone des parties en vert où il est plutôt en situation favorable et des parties en rouge où il est en situation défavorable et un gradient entre ces deux teintes. La même chose est faite pour le chêne vert et on voit que pour les deux espèces, on trouve dans leur domaine possible de présence des situations à la fois en rouge et en vert et intermédiaires. Et ça veut dire que pour chaque espèce, on peut avoir des situations qui sont à risque pour elles et des situations où, au contraire, le risque est plus modéré. Et ça, la différence, ce qu'on intègre de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle les exigences écologiques des espèces, c'est-à-dire, bon, le chêne vert, c'est une espèce qui résiste bien à la sécheresse en général, le sapin moins bien. Donc voilà presque le résultat principal de notre travail, cette standardisation qui permet de traduire un bilan hydrique climatique en niveau de risque relatif, j'insiste sur ce terme, pour chacune des espèces. Là, on ne présente que pour deux d'entre elles, on l'a fait pour les principales espèces forestières pyrénéennes. Les cartes qui sont obtenues sont très nombreuses, elles ont été établies pour les 3 pays et sur des découpages qui correspondent soit à des entités administratives comme les comarques en Espagne, ou sur des unités qui sont plus liées à la gestion forestière, comme les unités territoriales ONF en France, ou les secteurs CRPF aussi en France. Et on a abouti à plusieurs centaines de cartes, plus d'1 millier même, qui sont fournies sur chacune de ces entités sous 3 formes. Une forme de document PDF avec de la documentation en marge de la carte, un format SIG qui est utilisable par les gestionnaires forestiers, par les organismes de développement aussi, et puis une variante en 3 dimensions qui permet de visualiser les choses, c'est important pour la communication, en 3 dimensions sous Google Earth par exemple. Nous avons aussi établi un outil de calcul qui permet d'obtenir ces cartes sur des secteurs particuliers au niveau d'une forêt ou d'un périmètre quelconque. Ce qu'il est important de considérer, c'est que l'intérêt de ces cartes, c'est leur utilisation à plusieurs niveaux. Je l'illustre maintenant en reprenant l'exemple du sapin pétiné sur l'ensemble des Pyrénées, c'est la carte qui est en haut. On a ensuite un découpage sur une partie que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, qui a subi des dépérissements importants après 2003, mais pas partout, avec des situations qui ne sont pas très favorables, mais qui ne sont pas toujours très défavorables non plus. On a des teintes orange clair, vert clair. Et lorsqu'on recalcule la carte de vigilance climatique relative sur ce seul secteur, c'est-à-dire quand on refait la standardisation sur ce seul secteur, on accentue le contraste et on voit mieux les situations qui sont les plus défavorables et les plus favorables. Quand on descend encore d'un cran, ici on a l'image sur laquelle on vient de terminer, et un découpage sur une forêt située dans la partie sud, qui est globalement en vert, donc en situation relativement favorable pour le sapin. Et lorsqu'on recalcule à nouveau une 3e standardisation sur cette seule forêt, on peut mettre en évidence un niveau qui intéresse le gestionnaire forestier avec un découpage par parcelle forestière, par unité de gestion. On met en évidence des situations où on peut éventuellement continuer à tabler sur le sapin pectiné dans les parties vertes et plutôt dans les parcelles qui apparaissent en rouge, peut-être s'orienter vers d'autres essences dont on pourrait favoriser l'arrivée ou éventuellement des apports d'essence exogènes. Les conditions de croissance des arbres ne sont pas liées qu'au climat, il y a d'autres facteurs stationnels qui interviennent. Nous avons travaillé sur des cartes de vigilance, cette fois-ci stationnelles, c'est un bien grand mot, mais qui intègrent la topographie locale, et notamment le fait que des situations de crête, par exemple, vont rendre encore plus défavorable la contrainte sécheresse liée au climat, et qu'au contraire, des vallons seront plus favorables parce que l'eau, lorsqu'il y en a,
se rassemblera dans ces situations-là et atténuera un peu la contrainte sécheresse. Sur la carte en bas à droite, on voit une finesse plus importante du relief par rapport à la carte uniquement climatique qui est en haut à gauche. Et cette finesse qui colle au relief correspond à ces situations de crête et de vallon. Un autre facteur important, c'est le facteur sol, le facteur pédologique, qui lui est pratiquement impossible à cartographier. Je présente ici une clé d'estimation du niveau de risque qui a été établie dans ce secteur où le sapin pectiné a rencontré des situations difficiles après les années 2003. Donc les gestionnaires de la forêt publique et de la forêt privée se sont mis ensemble pour établir cette clé d'estimation du niveau de risque qui donne des notes à différents niveaux de chacun des facteurs qui sont présentés dans la colonne de gauche, l'altitude, l'exposition, la position topographique, etc. On peut, à partir du travail que nous avons réalisé dans Canopée, accélérer l'utilisation de cette clé qui est destinée à un diagnostic local, ponctuel, dans une parcelle d'une forêt, faciliter son utilisation en considérant que les deux premiers facteurs, altitude et exposition, correspondent au climat et à ses variantes locales, et donc que c'est cartographié par nos cartes de vigilance climatique relative. La topographie, on vient de voir qu'on a pu l'intégrer dans nos cartes de vigilance stationnelle relative, et que, bon, après, il ne reste plus, si je puis dire, qu'à prendre en compte ici la géologie, mais on pourrait enrichir cette clé par des diagnostics, des descriptions de sol qui seraient véritablement faites localement. Le sol, c'est quelque chose qui ne se cartographie pas du tout facilement. Je termine en résumant. Le climat futur, il est incertain. On n'a pas de possibilité de savoir parmi la large gamme de scénarios possibles lequel va réellement se mettre en place. On ne peut pas le savoir en tant que citoyen, un peu en tant que forestier aussi. On peut être en mesure de jouer sur ces évolutions climatiques, mais c'est un autre sujet. Pour les forestiers, quand même, c'est un sujet au cœur de nos problématiques. Si on gère correctement les forêts, on peut considérer qu'on pourra peut-être atténuer en partie le changement climatique en stockant du carbone, en stockant en forêt, puis dans l'utilisation du bois dans nos sociétés. Face à cette situation d'incertitude, le choix que nous avons fait, c'est de considérer cette hypothèse simple, selon laquelle, si l'on veut cartographier le niveau de risque maximum, quel que soit le scénario futur, il faut cartographier les situations les plus sèches actuellement. C'est ce que nous avons fait avec nos cartes de vigilance relative. Des cartes qui ne donnent pas donc de pronostic, ni sur les dépérissements, quand et où se produiront-ils, personne n'est capable de le dire. Non plus, elles ne garantissent pas dans les parties vertes de ces cartes qu'il y a une survie automatique des peuplements qui y sont. Par contre, l'intérêt que nous voyons à ces cartes, c'est qu'elles peuvent aider à agir sans attendre. On ne sait pas quand se produiront des problèmes, ni même s'ils se produiront. Il y a des endroits où on peut quand même espérer que nos forêts pyrénéennes ne seront pas trop affectées. Elles permettent de savoir où agir en premier en fonction du niveau de contrainte relative, de contrainte sécheresse, en modulant l'action, les actions d'adaptation de la gestion selon le niveau relatif de contrainte. Alors ces actions, ça peut être la surveillance sanitaire, Emmanuel a déjà évoqué cette question-là, ça peut être l'utilisation de nouvelles méthodes de sylviculture, de nouveaux itinéraires. Louis Coy nous parlera de ça dans la foulée. Et puis, ça peut être aussi changer d'essence objectif, comme disent les forestiers, accompagner l'arrivée d'espèces plus résistantes à la sécheresse, voire introduire des espèces qui ne sont pas présentes dans les Pyrénées. Et ça, c'est un des éléments qui sont pris en compte dans le projet Un climat fort. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe. Je vais sauter les questions sur ce tour pour avancer avec Louis et puis nous reviendrons en conclusion vers vous. Aucun problème, je suis prêt. À plus tard peut-être Philippe. Merci. Louis.
Vous m'entendez? Je Oui. vous laisse la parole. Bonjour, merci. Je vais essayer juste de partager mon écran. Comme ça. D'accord. Bueno, pues a mí me toca presentar la tercera parte del proyecto. Se trata de la acción actuar. Y bueno, como veréis en esta acción, lo que vamos a tratar es... Nous allons traiter de la mise en œuvre dans certaines parcelles, à la campagne, dans la montagne, de certains traitements modélisés. De momento de un modo básicamente teórico y proponer un seguimiento de la evolución de estas parcelas. Antes y muy rápidamente, porque supongo que todos estáis familiarizados ya y no hace falta convenceros demasiado de los efectos del cambio climático, solo comentar que en algunos ámbitos más nórdicos es muy evidente, tenemos signos muy evidentes y visuales y de las consecuencias de este calentamiento global en el que estamos inmersos. En los montes de montaña, en los bosques de montaña, los signos que nosotros tenemos en este caso no son una reducción del espesor de la capa de hielo o la desaparición progresiva de glaciares, que también en algunas zonas, sino este tipo de signos, ¿no? Vemos muchas veces en algunas vertientes árboles o con las copas que van secándose. Observamos también la proliferación de algunas plagas, de algunos insectos que siempre han estado afectando nuestros montes, pero que ahora lo hacen de un modo más recurrente. Y también observamos la aparición cada vez más frecuente también de perturbaciones asociadas a eventos climáticos extremos, vendavales, etc. ¿Qué podemos hacer desde la gestión para adaptar en la medida de lo posible los bosques de montaña al cambio climático? Bueno, tampoco tenemos muchas soluciones. Podríamos estar hablando bastante sobre distintas intervenciones, tratamientos silvícolas que podemos realizar, pero básicamente se pueden resumir en 5 tipos de tratamiento. Podemos realizar claras, clareos, intentar reducir la densidad de nuestros bosques, cambiar su estructura de modo que la masa resultante sea más eficaz en cuanto a la utilización del recurso hídrico, por ejemplo. Podemos adaptarnos al cambio climático o adaptar los bosques al cambio climático reduciendo el riesgo de estos sistemas frente a perturbaciones que sabemos que se verán exacerbadas en este contexto, el caso de incendios, por ejemplo, pero también afectaciones por plagas, patógenos, etc. Podemos actuar diversificando los bosques, intentando incrementar su complejidad, intentando aumentar su capacidad de persistir o su resiliencia a través de promover la coexistencia de especies con distintos rasgos frente a estas perturbaciones. Podemos, obviamente, no solo modificar o jugar con la estructura, como en el primer caso, sino también promover aquellas especies en el monte que creamos que van a adaptarse o que van a desarrollarse mejor ante el nuevo contexto climático. Ya no solo cambiar la especie, pero igual también jugar con las procedencias para distintas especies. Y finalmente también podemos trabajar adaptando los turnos de corta y los periodos de regeneración. En el marco del proyecto Canopé decidimos que, aparte de diagnosticar el estado de nuestros montes o de los bosques del Pirineo, de la cadena pirenaica,
a través de la observación y o de la modelización de su vulnerabilidad, que estaría también bien o sería conveniente establecer algunas parcelas demostrativas a lo largo de la cadena pirenaica en las que proceder a realizar algún tipo de tratamiento selvícola y con ello equiparlas y monitorear un poco la respuesta de estas parcelas, de estos tratamientos. Y para ello decidimos que cada socio del proyecto seleccionara una zona, un ámbito en el cual estuviera trabajando fuera de su interés. Eran básicamente zonas que debían mostrar una cierta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Como ha comentado Philippe, no en todas las partes los bosques están igual de amenazados y, por tanto, obviamente, el objetivo de esta acción era actuar en zonas donde hubiera de algún modo o que estuvieran de algún modo amenazadas por los efectos del cambio climático. Se seleccionaron 11 zonas, distintas especies, distintos sistemas, y en ellas se llevaron a cabo distintas actuaciones demostrativas, experimentales. Aquí las tenéis, aquellas que tienen el círculo rojo son parcelas en las cuales se efectuaron tratamientos de claras o modificaciones de la estructura, de la masa forestal. En amarillo son parcelas en las que se actuó, en Andorra en este caso, sobre la reducción del riesgo de incendio. Hubo también algunas experiencias de diversificación y algunas experimentaciones con distintas procedencias. Una vez definidas las zonas y los tratamientos a realizar, definimos un protocolo que se siguió en todas las parcelas por parte de todos los socios del proyecto, y se llevaron a cabo inventarios de la estructura de la masa, de la composición, similares a los que se llevan a cabo en el marco de los inventarios forestales nacionales, antes y después de las actuaciones, dejándose siempre una zona control. Eso permitía también, a nivel demostrativo, de poder observar in situ en el mismo sitio parcelas tratadas, en este caso, bajo los distintos tratamientos que he enumerado anteriormente, y otras parcelas control en las que no se efectuó ningún tipo de tratamiento. Bueno, este es un ejemplo, esto es una parcela cerca de Solsona, en este caso una parcela de roble pubescente muy densa en la que se aplicaron tratamientos para reducir su densidad y con ello mejorar el estado hídrico de la masa. Bueno, básicamente en el gráfico, pues bueno, producimos gráficos de este tipo con la densidad antes y después de la intervención. En este caso se optó por no actuar demasiado fuerte. Tenemos este tipo de información para todas las parcelas, las 11 parcelas que he mostrado con anterioridad. Una vez con los datos recogidos en campo, con los inventarios, pasamos a evaluar los efectos de este tipo de actuaciones sobre el recurso hídrico y el estrés por sequía que sufrían este tipo de masas, comparando los resultados antes y después de las actuaciones. Ello lo hicimos a través de un modelo de balance hídrico que se ha desarrollado en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña por mi compañero Miquel de Cáceres, que también participó activamente en el proyecto Canopé. Este es básicamente un modelo que realiza un balance hídrico diario y bueno, a través de los datos de estructura y composición de los rodales, permite de algún modo, a través de este balance hídrico, evaluar los efectos de la competencia entre especies
y a nivel de cada especie sobre los flujos de agua, etc. El modelo es abierto, se encuentra implementado en R y se puede encontrar en distintos repositorios. Esta evaluación de los efectos de los tratamientos sobre el balance hídrico se realizó para las parcelas que se describen en esta diapositiva. Básicamente, los datos de entrada para el balance hídrico eran de dos tipos. Teníamos datos a nivel de cada parcela, datos dasométricos, diámetros y alturas de los árboles, y también datos del suelo, textura, porcentaje de rocas, densidad aparente. Se realizó un perfil en cada una de estas parcelas. Además, se contó con la colaboración de los investigadores del proyecto CleanPy y que nos proporcionaron series de temperatura y precipitación diarias que fueron las utilizadas para realizar las simulaciones. Las variables que el modelo nos dieron o en las que nosotros de algún modo incidimos más fueron tanto la cantidad de agua azul exportada desde la parcela anualmente, calculamos los efectos de los tratamientos selvícolas, en este caso, en esta variable, y también evaluamos los efectos de los tratamientos en el estrés sufrido por la masa resultante, evaluada como el número de días por año en que se producía una reducción de la transpiración mayor del 50%. Estos eran días que nosotros contábamos como días en los que se producía estrés por sequía y luego evaluábamos las consecuencias de los tratamientos sobre el número de días en los que se daban estas condiciones. Este es un ejemplo de los resultados de la aplicación del modelo en las parcelas en las que se realizaron los tratamientos. Veis en cada gráfico tres tratamientos, para decirlo de algún modo. Vemos el resultado del balance hídrico a nivel del agua exportada a la parcela y del número de días consecutivos con estrés hídrico en la parcela control, que es la que aparece primero, en la parte izquierda del gráfico, en la parcela en la que se realizó el tratamiento, antes de realizar el tratamiento. Es por ello que no debería ser bastante similar a la parcela control, sino la parcela control no estaría ejerciendo bien su función. Y luego veis también los resultados de la simulación en la parcela en la que se efectuó, en este caso, el tratamiento de reducción de la densidad o del número de pies. Los resultados en este caso particular de la parcela que estaba localizada en el Solsonès, pues bueno, muestran que a través de la reducción del índice de área foliar que nosotros obtuvimos con los tratamientos, pues se incrementaba de un cierto modo el agua exportada, el blue water en este caso, y se reducía de un modo bastante importante el número de días consecutivos en que los pies sufrían estrés por sequía. Estos son en todas las parcelas los cambios en estas tres variables. No creo que sea el momento de definirlos uno por uno, pero según los tratamientos que se realizaron, pues bueno, en esta parcela se resumen los resultados del modelo en cuanto al agua exportada, el agua azul, en cuanto al estrés, en número de días consecutivos y en cuanto a la reducción en el índice de área foliar. Finalmente, en el marco de esta acción, obviamente había una parte divulgativa, porque como hemos comentado, estas parcelas son parcelas demostrativas, así en cada una de ellas se instalaron unos paneles informativos, están allí fijos, explican el tipo de gestión que se realizó, el objetivo, la actuación, qué resultados se esperan. Estos paneles están in situ, por tanto, bueno, siempre cualquier visitante puede observar los resultados de los tratamientos in situ. También tiene la parcela control al lado.
Y además se trabajó conjuntamente en la elaboración de una guía de gestión para adaptación al cambio climático de los bosques pirenaicos. Esta guía al final muestra, o tiene una parte de la guía está dedicada a la explicación o a describir los tratamientos que se han llevado a cabo, las bases técnicas y ecológicas de cada uno de estos tratamientos que persigue. Es un poco una revisión bibliográfica y una descripción de los tratamientos globales, a nivel global. Y a continuación se presentan también los resultados, la localización y los resultados obtenidos tanto a nivel de los cambios, la descripción de los tratamientos y los cambios a nivel de la estructura y composición de las masas, y también los resultados preliminares resultantes de la aplicación del modelo de balance hídrico que he expuesto con anterioridad. Y por mi parte esto es todo. Gracias. Merci Louis, merci. Le temps passe très vite, nous sommes bientôt à la fin de notre rendez-vous. Je propose à Raphaël, peut-être, Raphaël Delpy, de reprendre la parole pour en venir aux perspectives du projet Canopée. Raphaël? Je suis là. Je ne peux pas partager je ne peux pas activer ma vidéo. Bon, c'est pas grave. Je vais partager mon écran tout de même. Très bien. Hop, hop. Est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait. Ça s'affiche. Nous vous écoutons. Donc, je vais aller très vite. Je m'excuse par avance auprès de l'interprète. Donc, moi, je vais juste présenter rapidement les perspectives en fait de Canopée. Donc, suite à la fin de ce projet qui est arrivé à terme en novembre dernier, on va avoir deux déclinaisons. Une première déclinaison qui va être opérationnelle, donc c'est un projet qui s'appelle Climat-Fort, et un volet qui est plus centré sur la capitalisation et la stratégie qui s'appelle OPCC Adapir. Donc, grosso modo, à Climat-Fort, on va avoir trois axes de travail. L'évaluation des effets du changement climatique sur les principales essences forestières pyrénéennes, ce qui est une continuité de ce que vous avez présenté Emmanuel tout à l'heure, avec quelques compléments. Je vais essayer de lui laisser le temps d'intervenir. La mise en œuvre d'actions de gestion adaptative sur des peuplements qu'on a identifiés comme en situation critique, notamment par rapport aux cartes que Philippe vous a présentées et aux observations de terrain, évidemment. Et enfin, dernier axe qui est de transférer les connaissances aux gestionnaires. Voilà, en ce qui concerne OPCC Adapir, donc le volet plus capitalisation et stratégie. Donc les objectifs, ça va être capitalisation, observation, transfert et appropriation de stratégies d'adaptation. Et donc, nous, de Forespire, on va intervenir sur le volet forestier de cet objectif général avec la contribution à la communication du projet. On va chercher des formules pour pérenniser le suivi des indicateurs. On a vu tout à l'heure que c'était une nécessité forte, qu'on était encore sur des séries courtes qui ne permettaient pas d'avoir des visibilités sur les tendances. Donc, on va chercher à prolonger ces séries-là. Contribuer à l'élaboration de la stratégie pyrénéenne d'adaptation et évidemment contribution également au transfert des résultats, notamment au travers du géoportail et du bulletin annuel. Je m'arrête là pour laisser au moins 1 minute par intervenant suivant. Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Parfait. Oui, je t'entends. Nous pouvons aller à l'essentiel pour laisser un petit peu de temps déborder pour les questions, s'il vous plaît. Merci. Je vais à l'essentiel. Hop, si j'arrive à mettre ça. Donc, du coup, par rapport aux perspectives, ça a été dit par Raphaël. On va continuer le suivi phénologique parce que on est sur des séries courtes et donc il est important pour pouvoir envisager d'autres traitements statistiques dont on a pu parler ou autres, ou le lien avec les données météorologiques, d'avoir des données un petit peu plus longues, pouvoir aussi commencer à voir un peu plus les tendances qui commencent à se profiler. Et on va, comme on en a parlé tout à l'heure via la télédétection, essayer de se servir de nos données pour voir si elles peuvent permettre un couplage
avec les données et donc un calage, un test méthodologique pour servir de calage aux observations par télédétection. On continuera bien évidemment de nourrir les géoportails concernant les données phénologiques. Donc, vous en avez un extrait ici avec des petites cartes des petits graphiques de phénologie qu'il faut continuer en fonction de ce qu'on a commencé de ce qu'on va continuer en tout cas à relever. Et on va aussi surtout essayer de compléter tout ce qui est suivi sanitaire. Donc, on a des réseaux qui sont déjà assez complets, existants, concernant le suivi européen des écosystèmes forestiers, avec pas loin de 150 placettes qui sont fixes et avec un protocole commun depuis 1997. Donc, on a répertorié l'ensemble des placettes sur le territoire. On a les données depuis 1997 jusqu'à 2012. Et on va continuer les séries jusqu'à 2020 pour voir et analyser un petit peu l'évolution, notamment du déficit foliaire, et voir si la tendance qu'on constate déjà du côté méditerranéen à la détérioration du déficit foliaire est toujours présente ou pas. Et dernier point, je vous ai parlé tout à l'heure dans les indicateurs de la composition floristique, enfin surtout du potentiel de changement d'aire de distribution de certaines espèces, tant forestières qu'herbacées et arbustives. L'idée, on avait déjà commencé à réunir un petit peu des données phénologiques présentes, enfin pas les données phénologiques, pardon, les données floristiques présentes sur le secteur. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'en faire une petite analyse statistique, justement, pour voir si entre les années 90, les premières observations qu'on a eues, et les données actuelles, on a éventuellement une influence par rapport au changement climatique. Voilà, je m'arrêterai là et je laisse la parole au suivant. Louis, est-ce que vous souhaitez compléter ce chapitre des perspectives du projet Canopée? Oui, très rapidement. C'est juste que nous, on pense continuer avec le suivi. Je ne peux pas allumer mon appareil. Mais, en tout cas, on va continuer à établir des placettes démonstratives dans les zones critiques identifiées par le cadre de vigilance des filières. Et puis, nous, dans la Climaphore aussi, ça va nous permettre de faire le suivi des placettes qu'on a installées dans le cadre de Canopée. Et c'est ici que j'aimerais juste inciter que des projets de recherche comme ça, qui comportent l'établissement de placettes démonstratives, souvent, ce sont des projets de courte durée. Donc, les faits dans ce cas du projet à climat fort, c'est très important parce que ça nous permet de continuer un petit peu à suivre l'effet des traitements réalisés dans les projets Canopée. On va réaliser de nouveau des simulations sur les bilans hydriques. Et puis, nous allons aussi établir de nouvelles placettes dans des peuplements que maintenant on connaît qui sont particulièrement menacés. Très bien, merci pour ces compléments, Louis. J'ai quelques questions. Tout d'abord, une question qui s'adresse à vous, Louis. Est-ce qu'il a été envisagé de tester également l'itinéraire Libre Évolution afin de comparer avec les autres itinéraires mis en œuvre dans le cadre du projet? Bon, nous ce que nous avons ce que nous avons fait, c'est on a prévu d'avoir toujours une placette contrôle dans laquelle on n'a pas réalisé les traitements. On n'a pas pensé spécifiquement à suivre un traitement qu'on nommait Libre Évolution, mais dans quelques cas, les placettes dans lesquelles nous n'avons pas réalisé les traitements, on peut toujours décider de les suivre, de suivre comment ils vont évoluer. Ils vont être monitorisés pareil. Donc, on peut toujours avoir ces placettes si on veut les nommer Libre Évolution et on n'envisage pas de faire des traitements. On peut toujours les utiliser pour cela. Mais ce n'était pas comme penser par avance d'avoir des placettes Libre Évolution comme tel.
D'accord, merci. Une question pour Philippe Dreyfus. Est-ce que vous avez essayé de tenir compte de la composition des peuplements dominants, forêt mélangée, forêt monospécifique par exemple, et de la gestion? Non, c'est-à-dire qu'on a travaillé espèce par espèce. Vous m'entendez? On vous entend, on ne vous voit pas. Mais Oui, je ne sais pas pourquoi on ne me voit pas, mais tant pis. On me dit que c'est l'animateur qui l'a arrêté, ma vidéo. Alors bon, effectivement, l'animateur, c'est vous? J'essaye de vous réactiver. Ah voilà, je suis réactivé. Merci. Donc la question est de savoir si on a tenu compte de la composition des peuplements, c'est-à-dire est-ce que la question pourrait être de savoir si une espèce est plus vulnérable quand elle est en présence d'une autre ou quand elle est toute seule? Enfin, je ne sais pas qui a posé la question, mais si c'est le sens de ce qui est demandé. En fait, on ne s'est pas intéressé directement aux essences, le comportement des essences, on ne l'a pas pris en compte directement. Ce qu'on a produit, c'est des cartes stationnelles, de contraintes stationnelles, la sécheresse en l'occurrence. Et après, quand on a produit des cartes par espèce, c'est qu'on a calculé ces cartes stationnelles sur la distribution actuelle ou une distribution élargie de chacune d'entre elles. Et on met simplement en évidence que les espèces, selon les endroits des Pyrénées, sont dans des situations de contrainte sécheresse. Chaque espèce est dans des situations de contrainte plus ou moins fortes en relatif, en actuel et en relatif dans le futur. Mais rien dans ce qu'on a fait ne permet de répondre à la question qui vient d'être posée. Comme ça, on gagne du temps. Et est-ce que vous avez tenu compte des pratiques de gestion? Non plus, puisqu'en fait, on a traité les conditions stationnelles des variables abiotiques, c'est-à-dire les conditions climatiques, les données climatiques, plus la topographie, mais on n'a pas pris en compte, ces éléments-là ne dépendent pas ni de la composition, ni de la gestion qui est faite, c'est plutôt des éléments qu'on apporte pour expliquer ce que pourront être les comportements des espèces dans les différentes zones en relatif. Mais non, on n'a pas pris en compte ça, ça n'influe pas, à moins qu'il y ait une influence de la gestion sur le niveau de sécheresse, oui. C'est un peu ce qu'a expliqué Louis, c'est-à-dire qu'avec des modèles de bilan hydrique climatique, de bilan hydrique locaux, on pourrait tenir compte du fait que le peuplement forestier consomme une partie de l'eau disponible et donc contribue à l'assèchement du sol sur lequel il pousse. Très bien. Et peut-être une ultime question qui s'adresse à vous également, Philippe, puisqu'elle est formulée, le diagnostic changerait-il beaucoup après les mesures que Louis nous a présentées? Encore une fois, le diagnostic tel qu'on le conçoit, c'est un diagnostic sur un paramètre climatique qui n'est pas influencé par la gestion que l'on fait. Ça revient à la question qui était posée juste avant. D'accord, très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Nous allons peut-être conclure puisque l'heure est venue. Je vous remercie, Philippe. Peut-être Raphaël ou Sébastien Chauvin, vous souhaitiez conclure rapidement? Alors, je peux conclure. Oui. Écoutez, pour nous, ça a été un projet qui a été très intéressant. On a considéré qu'on a pu avancer suffisamment, même si on a des résultats probants, mais ce n'est qu'on sait qu'on n'a passé qu'une première marche et qu'il en reste plusieurs encore. Donc, on a des perspectives qui nous semblent prometteuses, donc tant par Climat4 que par OPCC Adapir. Donc voilà, on est plutôt. C'est pas de l'autosatisfaction non plus. Il y a évidemment des choses à améliorer comme dans toute démarche, mais voilà, c'est quelque chose qui nous semble assez probant. Et puis pour terminer, moi je voulais remercier chacun des partenaires du projet pour ses contributions, les partenaires institutionnels également qui nous ont soutenus.
et bien entendu les assistants, les participants à ce séminaire et leurs organisateurs pour leur présence et leurs actions. Voilà, je vous remercie. J'adresse aussi mes remerciements à tous les internautes qui nous suivent et à votre équipe qui s'est mobilisée autour du projet Canopé pour cette présente restitution. Je conclus très vite en vous donnant rendez-vous jeudi 5 novembre et non la semaine prochaine. Donc jeudi 5 novembre, toujours à 16 h pour le prochain webinaire qui s'intéressera au projet Florapyr. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.